Au dîner de Thanksgiving, mon père a posé sa fourchette, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ton travail est de trimer pendant que ta sœur profite de la vie. Si tu as un problème avec ça, la porte est là. » Pas de pause, pas d'hésitation, juste la vérité qu'il cachait depuis des années. Chloé n'a pas bronché. Ma mère est restée silencieuse. Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas une fille. J'étais leur main-d'œuvre. Je n'ai pas discuté. Je me suis simplement levée, j'ai marché sous la pluie nantaise et j'ai fait le choix qui allait défaire tout ce dont il dépendait. Avant que je vous raconte la suite, d'où m'écoutez-vous? Et qu'auriez-vous fait à ma place? Je m'appelle Amanda, et pendant la majeure partie de ma vie, les gens ont supposé que j'étais la force tranquille, la fille capable de soulever ce qui était lourd, de réparer ce qui était cassé et de maintenir l'entreprise familiale en vie, même quand personne d'autre ne prenait la peine d'essayer. J'ai grandi dans une serre en verre à la périphérie de Nantes, le genre qui semblait toujours chaleureux de l'extérieur, mais qui paraissait glacé quand on était celui qui travaillait à l'intérieur. Alors que les autres enfants passaient leur week-end à faire du vélo dans leur quartier, je traînais des sacs de terreau 2 fois plus lourds que moi, agenouillé dans la terre humide avec les doigts engourdis, prétendant que c'était normal parce que mon père appelait ça « forger le caractère ». Chloé n'a jamais touché à la terre. Elle a traversé l'enfance comme une invitée d'honneur. Leçons particulières, chambre chaude, mains douces qui n'ont jamais soulevé une seule caisse. Mes parents disaient qu'elle avait du potentiel, comme si nous autres n'étions que des échafaudages pour la soutenir. Je me souviens de l'avoir regardée répéter ses chorégraphies dans la véranda chauffée pendant que je restais dehors dans la boue sous la pluie, éclaboussant mes bottes, me demandant pourquoi l'amour venait si facilement à elle et ne semblait jamais m'atteindre. Même adulte, rien n'a changé. Chloé a traversé la vie coussinée, soutenue, félicitée pour le moindre effort, tandis que je devenais le moteur invisible qui faisait tout tourner en dessous. Je gérais les stocks, vérifiais les factures, m'occupais des appels de réparation que personne d'autre ne savait passer. Mon père me tapotait l'épaule comme si j'étais une machine fiable. Ma mère murmurait que j'étais forte, ce qui était sa façon polie de dire que je pouvais survivre à la négligence. La vérité était plus simple. Je maintenais la famille à flot parce que personne d'autre ne le ferait. Je continuais d'espérer que si je surmontais juste une crise de plus, il finirait par me voir, non pas comme la main-d'œuvre, mais comme la fille. Alors, quand nous nous sommes tous assis à cette table de Thanksgiving, les bougies allumées, la nourriture fumante, la pièce remplie de tout ce qui aurait dû sembler sûr, j'ai pensé bêtement que peut-être ce serait différent. Peut-être que les années passées à porter leur monde compteraient enfin pour quelque chose. Mais le silence entre nous s'était construit bien avant cette nuit-là. Et au moment où mon père a ouvert la bouche, j'ai réalisé que ce n'était pas une fissure dans la relation. C'en était la vérité. J'ai senti le changement avant même que les mots ne quittent sa bouche. La façon dont mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, la façon dont les yeux de ma mère se sont baissés comme si elle savait déjà ce qui arrivait. Chloé faisait tourner son verre de vin, prétendant qu'elle n'attendait pas le spectacle. Et puis c'est tombé, tranchant et désinvolte, comme s'il commentait la météo. Ton travail est de trimer pendant que ta sœur profite de la vie. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. La vapeur de la dinde s'élevait entre nous. Les bougies vacillaient et chaque souvenir d'enfant s'alignait dans ma tête comme des témoins. Mais il n'a pas cligné des yeux. Il le pensait. Chaque syllabe attendait depuis des années de sortir. Ma mère n'a pas bronché. Elle a pressé sa serviette sur ses genoux et a évité mon regard comme elle le faisait toujours quand elle était d'accord avec quelque chose de cruel, mais ne voulait pas la responsabilité de le dire elle-même. Chloé s'est redressée, lissant ses cheveux comme une reine ajustant sa couronne. J'ai essayé de respirer juste une fois pour me stabiliser. Papa, ce n'est pas. Il m'a coupé d'un geste de la main. Si tu as un problème, la porte est là. C'était là. La phrase qui ne faisait pas que blesser, elle coupait net. Des années d'efforts. Chaque facture que j'avais discrètement gérée, chaque crise que j'avais résolue, chaque moment où j'avais porté ce qu'il laissait tomber, réduit à un renvoi si propre qu'il ne semblait même pas en colère. Cela semblait répété, familier, comme quelque chose qu'il répétait pour le jour où je remettrais enfin l'arrangement en question. Ma fourchette a cliqueté contre l'assiette. Personne n'a bougé pour la ramasser. J'ai regardé autour de la table, cherchant ne serait-ce qu'un visage qui semblait en conflit, plein de regrets, incertain. Rien. Mon père était rigide et indifférent. Ma mère était petite et silencieuse. Chloé souriait presque,
comme si elle avait attendu que cette hiérarchie soit dite à voix haute. La pièce semblait soudain trop étroite, trop bruyante, trop lumineuse. Chaque plante dans la serre derrière nous, chaque feuille que j'avais taillée, sauvée, pressée contre la vitre, était comme un public me regardant réaliser que mon rôle n'était pas celui de fille, ni de partenaire, ni de famille. J'étais une infrastructure, remplaçable, attendue. La pluie dehors s'est intensifiée, tapant plus fort contre les fenêtres, un rythme que je connaissais bien des nuits où je travaillais longtemps après que tout le monde soit allé se coucher. Les mots de mon père résonnaient à chaque frappe. Travail, sœur, porte. Et quelque chose en moi, une partie que j'avais gardée silencieuse pendant des années, a enfin éclaté en clarté. Pas de rage, bien qu'il y eût de la rage, mais de reconnaissance. Ce n'était pas un malentendu. C'était le plan sur lequel ils avaient construit leur vie. J'ai senti mes épaules se détendre, mon souffle se stabiliser. Si c'était la vérité, alors je n'avais pas à continuer de prétendre que nous étions quelque chose que nous n'étions pas. J'ai levé les yeux vers les leurs. Et c'était le moment, avant même que je me lève, où tout entre nous a commencé à se briser. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas frappé du poing sur la table comme Chloé l'aurait fait si quelqu'un avait gâché sa journée. Au lieu de cela, j'ai senti un calme étrange s'installer sur moi, comme un orage qui recule, juste assez loin pour rendre l'air étrangement immobile. J'ai repoussé ma chaise, les pieds raclant contre le parquet, et chaque visage à cette table s'est tourné vers moi, non par inquiétude, mais par agacement, comme si j'interrompais leur soirée. Très bien, ai-je dit, ma voix stable. Je pars, et vous pouvez commencer à payer vos factures. Pour la première fois de la soirée, quelqu'un a réagi. La mâchoire de mon père a tressailli. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Chloé s'est figée avec son verre à mi-chemin de ses lèvres. Il comprenait tout ce que ces mots signifiaient. Il n'avait juste jamais pensé que j'aurais le courage de les dire. J'ai attrapé le trousseau de clés accroché à ma ceinture. Lourd, chaud de ma chaleur corporelle, rempli d'années de responsabilités que je n'avais jamais demandées. Clés des salles de stockage, des fourgonnettes de livraison, des cadenas d'inventaire, des armoires d'outils que personne d'autre ne savait utiliser. Je les ai détachés, j'ai senti leur poids pendant un seul battement de cœur, puis je les ai laissés tomber sur la table. Le bruit n'était pas fort, mais il a traversé la pièce comme du métal froid tranchant du tissu. Personne n'a bougé pour les toucher. J'ai marché vers la porte arrière qui donnait sur la serre, l'endroit où j'avais passé plus d'heures que dans mon propre lit. Je l'ai poussé, et une bouffée de pluie hivernale s'est engouffrée, coupante et glaciale, éparpillant les serviettes et éteignant 2 bougies sur la table. Ma mère a haleté doucement. Mon père a juré dans sa barbe. Chloé a geint que ses cheveux devenaient humides. Mais je ne me suis pas retournée. J'ai marché dans la tempête, laissant la pluie tremper mon manteau jusqu'aux os et traverser le chemin jusqu'à ma voiture. Je n'ai pas couru. Courir impliquerait la peur, et la peur était la seule chose que je sentais desserrer son emprise à chaque pas. À l'intérieur de la voiture, le monde semblait feutré, adouci par les vitres embuées et le ronronnement régulier du moteur. J'ai agrippé le volant, non pour me stabiliser, mais pour ancrer la réalisation que c'était la dernière fois que je porterais leur fardeau. 40 minutes plus tard, j'ai déverrouillé la porte de mon studio. Un air chaud et calme m'a accueilli, parfumé de terreau et de la légère odeur d'agrumes de l'huile de citron que j'utilisais sur les étagères. Mes plantes, mes vraies plantes, prospéraient, vertes, luxuriantes, grimpant sur la brique apparente dans des motifs qui ressemblaient à la liberté. J'ai retiré mon manteau mouillé et suis allé directement à mon bureau. Mon ordinateur portable s'est allumé, se reflétant sur les feuilles autour. Mes doigts ont bougé sans hésitation. Annuler les paiements récurrents. Révoquer l'accès partagé. Retirer mon autorisation de tout ce qui était lié à la pépinière. Chaque clic était une respiration que je ne m'étais pas permis de prendre depuis des années. Puis j'ai ouvert le dossier que j'évitais. À l'intérieur se trouvaient les papiers du compte que ma grand-mère avait laissé pour l'avenir d'Amanda. 150 000 € envolés, vidés il y a des années. La signature sur le formulaire de retrait était censée être la mienne. Ce n'était pas le cas. L'écriture de Linda bouclait toujours sur les bords comme si elle essayait de rendre même sa tromperie délicate. La trahison a frappé avec une froideur plus profonde que la pluie. Pas de colère, de la clarté. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé. Ils avaient volé ce que ma grand-mère avait prévu pour mon indépendance et l'avaient canalisé dans le train de vie de Chloé. J'ai refermé le dossier doucement,
presque tendrement, comme on pourrait fermer les yeux de quelqu'un qu'on a enfin cessé d'espérer voir se réveiller différent. Il voulait que je prenne la porte, très bien, mais il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait quand la personne qui soutenait toute la maison lâchait enfin prise. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant presque une journée entière. Le silence n'était pas paisible. Il était dans l'attente, comme la pause avant qu'un verre ne touche le sol. Je savais exactement comment cela allait se passer. D'abord la confusion, puis l'irritation, puis la certitude familière et arrogante que je reviendrais en rampant parce que c'était le rôle qui m'avait été assigné depuis l'enfance. Mais le matin du deuxième jour, les messages ont commencé. Grégoire, la zone 3 ne brumise pas. Viens ici et répare ça. Puis un autre, l'inventaire baisse. C'est des milliers d'euros. Arrête de faire ta dramatique. Puis Chloé, maman pleure. Mon audition est gâchée à cause de cette énergie négative. Tu peux juste gérer ça? Énergie négative. C'est comme ça qu'elle appelait des décennies de travail non rémunéré. J'ai mis les notifications en sourdine et me suis concentré sur la proposition de design devant moi. Mes mains étaient stables, ma respiration régulière. Il pouvait secouer la serre autant qu'il voulait. Il n'avait plus accès aux fondations. À midi, les bourdonnements ont cessé. Pendant un instant, je me suis permis d'imaginer qu'il comprenait. Mais le sentiment que tout leur est dû ne meurt pas tranquillement. Il mute. Le lendemain matin, alors que j'étais en réunion avec des designers seniors pour revoir les exigences de charges structurelles pour un jardin sur le toit, la voix de la réceptionniste a coupé net à travers l'interphone. Amanda, vos parents sont là. Ils disent que c'est urgent. La pièce est devenue silencieuse. Mon estomac n'a pas chuté comme il l'aurait fait autrefois. Au lieu de cela, quelque chose en moi s'est préparé comme si j'entrais dans l'eau froide volontairement. Je m'en occupe, ai-je dit, offrant une brève excuse au partenaire avant de sortir dans le couloir. Le hall était tout de verre et de béton poli, lumineux sous la lumière d'hiver. Et au centre se tenaient Grégoire et Linda, paraissant plus petits que je ne les avais jamais vus. Leurs vêtements étaient froissés, leurs yeux frénétiques. Linda serrait son sac à main comme si c'était un radeau de sauvetage. Amanda, a tonné mon père, essayant de faire autorité, mais sa voix s'est brisée sur la deuxième syllabe. Cela a assez duré. Tu dois rentrer à la maison et réparer ce que tu as cassé. Je me suis arrêtée à plusieurs mètres, laissant la distance parler pour moi. Je n'ai rien cassé, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de tout faire tenir ensemble. Grégoire s'est approché. Nous n'avons nulle part où aller. Le propriétaire veut être payé et ils ont dit que le prélèvement a été rejeté. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille, juste de la main-d'œuvre. Souviens-toi de la porte que tu m'as offerte. Son visage a viré de la confusion à la peur. Ne déforme pas mes mots. Je ne déforme rien. J'ai plongé la main dans le dossier coincé sous mon bras. Ce sont tes mots. J'ai brandi la photo du document de retrait, celle avec ma signature falsifiée. Au moment où mon père l'a reconnue, ses épaules se sont affaissées comme si le poids de la vérité le frappait physiquement. Linda a émis un bruit d'étouffement. Amanda, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Nous avions besoin de l'argent. Chloé avait besoin d'une chance. Vous m'avez volé, ai-je dit, la voix stable. Un fonds que grand-mère a laissé pour mon avenir. Vous n'avez pas fait un emprunt. Vous n'avez pas demandé. Vous avez falsifié mon nom pour payer un appartement que Chloé ne pouvait pas se permettre. Chloé n'était pas là, mais son ombre planait lourdement dans l'air entre nous. Les mains de ma mère tremblaient. Nous allions le remettre. Vous avez eu 3 ans, ai-je répondu. Vous n'avez pas remis un seul euro. Grégoire a essayé de récupérer son ancienne autorité. Tu n'oserais pas signaler ça. Nous sommes tes parents. La phrase était censée me rappeler mon devoir. Au lieu de cela, elle a révélé sa dernière illusion, que la biologie était une immunité. J'ai fait un seul pas en avant, assez près pour qu'il voie que rien en moi ne ressemblait à la fille qu'il commandait autrefois. J'ai déjà déposé le dossier à la brigade financière, ai-je dit. Ils examinent les documents en ce moment même. Il a reculé en titubant comme si je l'avais frappé. Amanda, non. On pourrait aller en prison. Vous n'irez pas, ai-je dit. Pas si vous quittez Nantes aujourd'hui et commencez à assumer la responsabilité de vos propres vies.
J'ai déjà organisé la restitution par la vente des actifs de la pépinière. Cela couvrira une partie de la dette. La voix de Linda a vacillé. On ne peut pas juste partir. Où irions-nous? C'est à vous de voir, tout comme j'ai toujours dû le faire. La réceptionniste rôdait à proximité, les yeux écarquillés, faisant semblant de ne pas écouter. Le visage de Grégoire s'est chiffonné. Pas de remords. Le remords exige de l'empathie, mais de peur des conséquences. Nous sommes ta famille, a-t-il chuchoté d'une voix rauque. Ça s'est terminé le soir où tu m'as dit que la porte était mon option, ai-je répondu. Tout ce que je fais maintenant, c'est la franchir complètement. J'ai fait un signe de tête vers la sécurité, qui attendait discrètement près des ascenseurs. Vous devez partir maintenant. Linda a tendu la main comme si toucher la manche de mon manteau pouvait défaire le passé. Amanda, s'il te plaît. J'ai reculé. J'ai fini d'être le terreau dans lequel vous faites pousser votre confort, ai-je dit. Si vous voulez une vie, construisez-la vous-même. La sécurité les a guidés vers les portes. Grégoire raide et silencieux, Linda sanglotant doucement dans son écharpe. La vitre s'est refermée derrière eux avec un sifflement discret. Pour la première fois de ma vie, les regarder partir ne m'a pas fait mal. Cela ressemblait à la porte de la serre se refermant sur une tempête à laquelle je n'avais plus besoin de survivre. Des heures plus tard, après que le hall se soit vidé et que le soleil d'hiver ait plongé derrière l'horizon, je suis retourné à mon bureau. Mes collègues n'ont pas posé de questions. Ils m'ont juste donné de l'espace. Le genre que ma famille n'offrait jamais. J'ai ouvert mon ordinateur portable, non par habitude, mais par intention. Mon avenir n'était plus lié au leur. Plus de paiement, plus de sauvetage, plus d'années perdues pour une loyauté qui ne coulait que dans un sens. Et alors que j'étais assise là, entourée de croquis de jardin que j'espérais construire un jour, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté assez tranchante pour couper. Je n'avais pas détruit leur monde. J'en étais simplement sortie et je l'avais regardé s'effondrer sous le poids de sa propre négligence. Dans les semaines qui ont suivi, les retombées se sont mises en place exactement comme elles auraient toujours dû le faire, selon la réalité, pas le fantasme. Sans mes revenus pour soutenir leur vie, la pépinière ne pouvait pas survivre à un seul audit. Le terrain a été vendu pour couvrir les dettes. Le ver de la serre est allé à un cultivateur en dehors de la ville. Et pour la première fois depuis des décennies, Grégoire et Linda ont dû vivre comme des personnes, pas comme les monarques d'un royaume que j'avais construit pour eux. Grégoire a trouvé un travail à temps partiel comme gardien de nuit dans un entrepôt de la zone industrielle de Nantes. Linda a commencé à aider sur un marché local le week-end, triant des produits avec les mêmes mains qui avaient autrefois falsifié ma signature. Chloé a déménagé vers le nord, partageant un appartement exigu avec des colocataires tout en jonglant entre des castings et de la vente. Rien de tout cela n'était cruel. C'était simplement des conséquences naturelles. Je n'ai pas célébré leur lutte, mais je ne les ai pas sauvés non plus. Mon énergie est allée ailleurs, dans les 2 hectares de terrain brut que j'ai achetés à l'extérieur de la ville. Sauvage, inégal, envahi par la végétation, mais à moi. Le premier matin où je l'ai parcouru, la brume s'élevant du sol, je me suis agenouillée, j'ai pressé mes paumes dans la terre et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un commencement, pas une obligation. Je retourne souvent sur cette terre maintenant, regardant les premières pousses percer le sol, lentes mais certaines. Cela ne ressemble en rien à la vie que j'ai laissée derrière moi. Ici, la croissance n'exige pas de sacrifice. Elle demande de la patience, de l'intention et de l'honnêteté. Les mêmes choses que j'ai finalement choisies pour moi-même. Leurs choix ont façonné leur chemin. Les miens en ont ouvert un nouveau. Et dans le calme de mon propre avenir, je peux enfin dire les mots qui ont tout changé. Aussi simple que ça. Si mon histoire vous semble familière, partagez la vôtre et abonnez-vous à Les Liens du passé pour ne pas manquer la suite.